Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne des panafricanistes au cours de cette autre édition. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Cette fois-ci, nous allons du côté de la République centrafricaine. Nous parlons justement de l'adoption de la crypto-monnaie, notre grande interrogation. La fin de l'autocratie monétaire, c'est notre grande interrogation de ce jour. Mesdames, Messieurs, il faut préciser par ailleurs que la Centrafrique est devenue le premier État africain à autoriser la crypto-monnaie. Mais tout le pays n'est pas prêt pour cette innovation. La République centrafricaine a choisi le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal dans le pays aux côtés du franc CFA. La loi a été adoptée par proclamation le mercredi 27 avril 2022 par l'Assemblée nationale centrafricaine et promulguée par le président Faustin Archange Touadéra. Selon cet acte, tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées et de disposer d'une convertibilité automatique et instantanée des crypto-monnaies utilisées en République centrafricaine. Justin Goumazako, ministre de l'économie numérique, met en avant les acquis de cette loi. Il déclare, je cite, « Avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de contrôle de la banque centrale. Vous avez votre argent, vous l'envoyez à un investisseur pour une entreprise, vous le recevez dans n'importe quelle monnaie. Vous pouvez en disposer en dollars, en euros, en francs CFA ou encore en naira. » Pour Faustin Archange Touadéra, il déclare d'ailleurs aujourd'hui, le Bitcoin permettra à la Centrafrique d'acheter du matériel hors de l'Afrique et ne sera plus contrôlé par le franc CFA. Fin de citation. Après avoir donc officialisé le Bitcoin comme monnaie officielle, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est attendu en fin de semaine à Dubaï où il doit superviser le lancement d'une société de minage de monnaie électronique, une discrète opération qui doit permettre de payer les salaires des fonctionnaires pour le mois de juillet prochain. Pour nous accompagner justement ce jour, Edmond Kuaté, il est économiste. Edmond Kuaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous ceux qui nous font encore le plaisir de nous suivre pour cette autre édition. Très heureux de vous avoir aux paroles de panafricaniste. Vous avez suivi d'ailleurs la déclaration de Faustin Archange Touadéra. Il déclare, et je cite, « Le Bitcoin permettra à la Centrafrique d'acheter du matériel hors de l'Afrique et ne sera plus contrôlé par le franc CFA. » Est-ce à dire tout simplement que c'est la fin de l'autocratie monétaire? Je crois qu'avant de répondre à cette question, je vais, comme à mon habitude, faire un certain nombre de prérequis. Oui. Aujourd'hui, le prérequis va en substance consister à faire un certain nombre de définitions pour qu'on se comprenne très bien. C'est quoi la monnaie déjà? La monnaie, c'est quoi? Alors, de manière littérale, la monnaie se définit comme étant l'unité de mesure, n'est-ce pas, de la valeur. Il faut comprendre. Ça veut dire que quand vous avez un bien, c'est la monnaie qui permet de mesurer la valeur de ce bien. Tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit un bien, n'est-ce pas, je vais dire du sol, un bien du sous-sol, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir comme minerais, pétrole et tout ce que vous avez, c'est la monnaie qui va permettre de définir sa valeur. Et également, la monnaie, c'est l'unité de mesure des échanges commerciaux. C'est-à-dire que ce soit en interne, que ce soit en externe, que vous soyez appelé à commercer entre vous dans un territoire donné ou alors avec les autres. C'est la monnaie que vous allez utiliser. À partir de ce moment, la monnaie a été conventionnellement, étant donné son importance, oui, la monnaie a été conventionnellement arrêtée comme faisant partie, n'est-ce pas, du triangle de souveraineté. Vous savez que quand on parle d'une nation, il y a ce qu'on appelle le triangle de souveraineté nationale. Ce triangle s'adosse justement sur un trépied qui est la diplomatie, l'armée, la défense et la monnaie. Vous comprenez donc, il est important, il est vital pour chaque nation d'avoir sa monnaie et de définir sa politique monétaire. C'est pourquoi on laisse le soin, je vais dire de manière conventionnelle, à chaque nation, n'est-ce pas, d'avoir la pleine maîtrise de sa politique diplomatique, d'avoir la pleine maîtrise de sa politique monétaire et d'avoir la pleine maîtrise de sa politique de défense. C'est inaliénable, c'est irréversible. C'est comme ça partout dans le monde.
Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quel que soit le mode de gouvernance choisi par chaque nation, ces trois choses, je veux dire, ces trois concepts que j'ai définis, la primauté, je veux dire, la prééminence revient toujours au chef de l'État. Ça dit que c'est lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire, s'il faut par exemple entrer en guerre, s'il faut déployer l'armée, c'est le chef de l'État qui est, n'est-ce pas, la prééminence institutionnelle d'un pays. C'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui qui a reçu le mandat. On suppose que c'est quand le chef de l'État décide, c'est le peuple tout entier qui lui a confié le mandat qui décide. Alors, qu'est-ce qui se passe donc chez nous, dans notre espace francophone? Peut-on dire que nous avons la pleine maîtrise de notre politique monétaire? Nous qui avons en commun, n'est-ce pas, nous qui avons en partage l'usage du franc CFA. Peut-on dire que nous avons la pleine maîtrise de notre politique monétaire? Il faut dire que la pleine maîtrise de la politique monétaire va de pair avec la pleine maîtrise de la politique économique. Parce que je l'ai souvent dit, l'économie, la monnaie est pour l'économie ce que le carburant est pour un moteur. Ça veut dire que vous pouvez avoir le moteur le plus puissant au monde. Si vous n'avez pas en quantité et en qualité du carburant, ça ne vous sert absolument à rien. Oui. Et donc, peut-on donc dire que les pays africains, que ce soit les pays de l'Afrique centrale ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont en partage la monnaie du franc CFA, n'est-ce pas, ont la pleine maîtrise de leur politique monétaire et économique? Cette monnaie a été mise en place, le franc CFA a été mise en place en 1945 par le général de Gaulle. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle met en place cette monnaie? Il faut savoir que en 1940, lorsque la France est occupée, Hitler décide de siphonner, d'avoir le plein contrôle de la France et de siphonner l'ensemble du patrimoine français. Alors, son conseiller économique lui dit, la meilleure façon de le faire, ce n'est pas d'aller arracher leurs biens, parce que tu ne pourras pas mettre la police derrière eux éternellement. Il faut mettre en place une monnaie nazie qui va permettre de siphonner leurs biens. C'est ce qui a été fait. Alors, en 1945, lorsque M. de Gaulle, n'est-ce pas, faisant partie des Alliés, lorsqu'il est un peu acculé par les Américains qui lui disent « Qu'est-ce que tu déposes sur la table ?» Parce que c'est ça qui s'est passé. Lorsqu'en 1945, les Alliés se sont assis pour définir, n'est-ce pas, les prérogatives des uns et des autres dans ce qu'ils ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'ils étaient en train de définir les prérogatives futures des uns et des autres dans ce qui sera justement le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1947, finalement c'est en 1947 qu'ils mettent cela en place. Alors on demande à la France, toi tu mets quoi dans le panier? Alors la France dit, j'ai mes colonies. On dit, mais bon, ça ne suffit pas, tes colonies, d'accord, mais comment tu les contrôles? C'est comme ça que le conseiller économique, justement, de Gaulle lui dit, on peut rebeloter, n'est-ce pas, ce qui a marché à merveille avec n'est-ce pas, les nazis, on peut rebeloter cela en Afrique, c'est-à-dire mettre en place un outil monétaire qui va permettre d'avoir le plein contrôle du sol et du sous-sol des pays africains. C'est comme ça que le CFA est né. Donc le CFA est né justement dans un souci pour la France d'avoir le plein contrôle de l'ensemble, n'est-ce pas, des richesses du sous-sol et du sol africain. C'est comme ça que le franc CFA est né. C'est pour ça qu'en 1945, il était dit que, n'est-ce pas, l'ensemble, 100% des réserves de change. Et qu'est-ce qu'on appelle réserve de change? C'est, n'est-ce pas, tout ce que vous dégagez de vos exportations. C'est-à-dire quand vous vendez, que ce soit vos produits du sol ou du sous-sol, tout ce que vous exportez, bois, café, coton, cacao, pétrole, gaz, tout ce que vous vendez, la France avait donc décidé de créer auprès de la banque française ce qu'ils ont appelé le compte des opérations, où forcément le produit de vos ventes
de vos exportations devaient être déposées dans ce compte-là, et c'est à partir de là, c'est la France qui devait donc décider de ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les réserves de change. Oui. C'est ce qui a été fait depuis 1945. Et à partir d'un certain moment, je vais dire, ça a un peu évolué pour arriver aujourd'hui. Je vais être bref parce que ça a changé en 64, ça a également changé en 78. On est passé de 100% à 80%, de 80% à 65%, et le dernier, je crois que la dernière modification, c'était dans les années 80 pour être 50%. Donc il faut savoir que les produits de nos exportations, tout ce que nous vendons à l'extérieur, au lieu que nous engrangions des devises qui vont être logés dans notre banque centrale et servir justement de ce qu'on appelle, je vais dire, réserve de change, c'est-à-dire quand nous faisons nos transactions à l'international, quand nous voulons acheter des équipements en Chine, en Inde, quand nous voulons acheter des grands, je vais dire, faire des grandes transactions, c'est sur ça que nous nous appuyons. Non, cet argent ne vient pas en Afrique, cet argent reste en France. Et la France, n'est-ce pas, garde cet argent et imprime, n'est-ce pas, les billets de CFA qu'il nous envoie ici en Afrique. Voilà ce qui se passe. C'est donc cet outil-là qui permet finalement à la France d'avoir le plein contrôle et de siphonner nos matières premières, de prendre nos matières premières finalement sans acheter. Oui. Voilà la politique qui a été définie, qui a été mise en place. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans les pays qui ont finalement en partage, n'est-ce pas, le franc CFA, les perspectives de développement sont très très limitées. Les perspectives de développement sont très très limitées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une pleine liberté dans votre déploiement monétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, décider de dire, bon, nous avons vendu notre bois pour 10 milliards, nous avons vendu notre pétrole pour 50 milliards, alors nous allons aller en Chine acheter, par exemple, une industrie complète que nous allons installer ici et qui va nous permettre. Non, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il faut quoi? Il faut l'aval de la France. Alors, cette politique prévaut, il faut le dire, je l'ai dit, depuis 1945. Oui. Et normalement, après les années d'indépendance, il devait y avoir une espèce de discussion, de débat entre la France et les États indépendants pour savoir si oui ou non, ils sont d'accord que la France continue d'avoir, n'est-ce pas, un droit de regard sur leur monnaie, que la France continue de battre leur monnaie et que la France continue, n'est-ce pas, de contrôler la masse monétaire en circulation dans leur économie et que la France ait le dernier mot finalement sur leur politique monétaire et sur leur politique économique a fortiori. C'est un débat qui devait être fait justement après les années d'indépendance, que non, ça n'a pas été fait. On a continué comme si de rien n'était, comme si c'était une chose normale, jusqu'à ce que des personnes assez aguerries et assez averties mettent le débat sur la place publique et vous avez, n'est-ce pas, tout ce que vous savez aujourd'hui sur le franc CFA, c'est devenu un sujet, n'est-ce pas, de la rue, tout le monde en parle, on en parle avec aisance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir donc avec le cas centrafricain, chaque fois que un État, n'est-ce pas, ayant, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle, parce que vous savez, j'ai des expressions que j'aime pas beaucoup, oui. Le précaré français, les ex-colonies françaises et tout ça, ça sonne un peu très mal, je veux dire, en plein 21e siècle. Exactement. De parler du précaré français, parlant d'un ensemble d'États, d'un ensemble de nations. C'est-à-dire que dit précaré français, ça sonne très mal. Mais bon, passons. À chaque fois qu'un pays de la zone franc n'est pas très en accord avec les autorités françaises, alors si la France n'a pas réussi à soumettre cette nation politiquement, elle va donc utiliser le levier monétaire pour faire une espèce de rétorsion, pour faire une espèce de répression sur cette nation. Alors il se passe que depuis les années d'indépendance, la Centrafrique n'a jamais été un État au sens propre du terme. C'est-à-dire que la France a décidé d'instituer dans ce pays une politique qui consistait tout simplement à
sectionner, à segmenter ce pays en petits territoires confiés à des seigneurs de guerre qui étaient ravitaillés par la France, entraînés par la France et, si vous voulez, financés par la France. Ça permettait que la France puisse, n'est-ce pas, je vais dire, puiser les richesses de ce pays sans avoir à payer le moindre coût, sans avoir à discuter avec, n'est-ce pas, l'autorité centrale de ce pays. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et même dans d'autres éditions, que le pouvoir central de la Centrafrique n'a jamais dépassé Bangui. C'est-à-dire, quand vous êtes président en Centrafrique, votre pouvoir ne s'étend pas au-delà de Bangui. Vous ne pouvez pas aller dans l'arrière-pays demander ce qui se passe, parce que déjà même l'État central n'est même pas représenté là-bas. Il n'y a pas d'institution qui représente l'État central. Et ça, c'est confortable pour la France. Pour ceux qui ont suivi les dernières confessions de Bokassa, il vous dit que des aéronefs atterrissent en pleine forêt et repartent sans que lui, le président, ne soit au courant. Il y a des aérodromes, je vais dire, en pleine forêt, où des avions atterrissent et chargent, n'est-ce pas, qui de l'uranium, qui de l'or, qui du diamant, et puis ils repartent sans que lui-même ne soit au courant. Mais il ne peut même pas poser la question. Il ne peut pas déployer les appareils de l'État, tels la police, la gendarmerie, l'armée, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la même France qui arme les rebelles a pris le soin de décréter un embargo à travers une résolution, n'est-ce pas, de l'ONU, a pris le soin de décréter un embargo sur les armes, n'est-ce pas, en Centrafrique. Ça veut dire que l'État central, même dans un sursaut d'orgueil, ne peut pas dire, bon, je veux commander les armes pour aller chasser les rebelles. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le territoire centrafricain est segmenté, saucissonné en petits territoires et confié à des seigneurs de guerre. Et ils reçoivent donc des financements et de l'armement de la France. Et en retour, ils s'assurent que tout ce qu'il y a comme ressources naturelles sur leur segment de territoire est, n'est-ce pas, est exploité par la France. Et je veux dire, en retour, eux, ils reçoivent quelques subsides pour entretenir leur rébellion, leurs hommes, acheter des munitions et tout. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, face à cela, vous avez l'actuel président Faustin Archange Touadéra, qui s'est posé de bonnes questions. Il s'est dit, bon, écoutez, d'accord, mais jusqu'à quand? Et il s'est dit, mais je sers donc à quoi finalement aux Centrafricains si je ne peux rien faire? Je ne vais pas revenir sur tout l'épisode qui, n'est-ce pas, l'a conduit jusqu'à la Russie pour rencontrer le président Poutine à travers, n'est-ce pas, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à qui il avait expliqué finalement toute sa misère en lui disant, mais je suis président, mais en réalité, je ne suis qu'un chef de quartier. Je ne suis que le chef de quartier de Bangui. Mais quand vous m'appelez président de la Centrafrique, c'est un abus de langage. Il lui a expliqué tout le problème en lui disant, mais j'ai même acheté des armes, mais que la France refuse qu'on me livre parce que sous prétexte que c'était des armes, n'est-ce pas, de sang. C'était des restes d'armes qu'on avait pris en Somalie et la France a refusé à imposer, n'est-ce pas, un embargo là-dessus. Et lorsque Sergueï Lavrov s'en va même pour voir de quelle arme il s'agit, il se rend compte que c'est un ramassis de vieux canons et de vieilles grenades des années 60. Il lui dit, mais en fait, c'est de ça qu'on parlait de lui. Il dit, mais attends, non, tu peux avoir mieux que ça. Et c'est alors qu'il lui organise une rencontre avec le président Poutine et qu'il lui explique, il lui dit, mais attends, c'est quand même... c'est pas acceptable là, en plein 21e siècle. Un État a l'obligation, il n'a pas dit le droit, mais l'obligation, n'est-ce pas, de mieux s'outiller pour défendre son intégrité territoriale. C'est finalement une obligation institutionnelle. C'est comme ça donc qu'un arrangement est fait et le professeur Faustin Archange Touadéra signe finalement un accord avec la Russie qui permet donc à la Russie de déployer, n'est-ce pas, je vais dire des instructeurs pour former l'armée centrafricaine et finalement de trouver un moyen de contourner l'embargo, n'est-ce pas, qui avait été imposé
par la France à travers une résolution du Conseil de sécurité. Vous avez suivi les autorités françaises tempêter en disant c'est des mercenaires de Wagner, c'est la grande chanson actuelle. Oui, c'est la grande chanson. Ils commettent des exactions, ils tuent des civils, ils violent des femmes, ils violent des enfants. Cependant, on met sous les noirs, n'est-ce pas, les crimes commis par les soldats français. Et ces crimes ont été actés par une enquête de l'ONU. Et les soldats français violaient des enfants. C'est un crime qui a été acté, n'est-ce pas, par une enquête de l'ONU. Je ne dis pas que ça n'a pas été mené par l'État centrafricain. L'enquête a été menée par, n'est-ce pas, l'ONU, qui a effectivement découvert, qui s'est rendu compte que l'armée française s'était rendue coupable, n'est-ce pas, de crimes et de beaucoup de crimes contre les civils en Centrafrique. Je dois rappeler quand même que tout ce qui s'est passé là-bas a toujours été fait par le biais de la France, notamment l'épisode avec Jotodia, avec Bozizé, n'est-ce pas, tous ces mercenaires qu'on allait ramasser, qu'on a appelé les anti-Balaka, le Seleka. On est allé ramasser des mercenaires au Tchad, en Libye, au Soudan. On pouvait venir chasser le président Bozizé. C'est la France qui était derrière. Bref, je ne veux pas revenir sur tout cet épisode-là, mais juste pour dire que lorsque le président Faustin-Archange Touadéra finalement signe donc cet accord avec la Russie, vous pouvez imaginer l'attitude de la France. La France, donc, essaye de tempêter en disant que ce sont des mercenaires et tout, mais sauf que ça ne marche pas. Alors, la France décide d'utiliser, parce que je l'ai toujours dit, la France est le seul pays qui ne revoit jamais son logiciel, qui ne upgrade finalement jamais son logiciel, et décide donc d'utiliser le levier monétaire pour punir la Centrafrique. Je dois vous préciser que même si vous négociez, si vous êtes dans la zone franc, même si vous négociez un accord de financement ou alors un accord d'investissement avec n'importe qui dans le monde, l'argent doit passer par le Trésor français. Toujours. Toujours. Par le compte d'opération. Par le compte des opérations. Je dois faire une petite digression pour vous rappeler l'épisode de Pascal Lissouba au Congo, qui avait régulièrement et démocratiquement gagné les élections. Il avait battu à plate couture son adversaire Denis Sassou Nguesso. Et à l'époque, la France lui a dit non, vraiment il faut que tu partages le pouvoir avec Sassou Nguesso, il faut que tu le ramènes, même si tu as gagné, il faut que tu partages le pouvoir avec lui. Et Denis Lissouba a dit mais non, je ne peux pas, je dois normalement exercer mon mandat jusqu'à terme, et au bout de mon mandat, il peut encore se représenter s'il me gagne, d'accord. Alors la France a estimé que c'était un affront et a décidé de couper, n'est-ce pas, les vivres à Pascal Lissouba. Comme c'est elle qui exploitait le pétrole du Congo, ils ont décidé de ne plus ravitailler le compte des opérations. Donc du coup, Pascal Lissouba se retrouve à la tête d'un État qui est asphyxié, qui n'a pas 5 francs. Voulant à tout prix de l'argent, il allait négocier un contrat avec une société américaine qui a quand même accepté de lui faire ce qu'on appelle un advance payment, c'est-à-dire des frais à l'avance sur le contrat pour lui permettre de parer au plus pressé, de payer les fonctionnaires et de payer les charges, n'est-ce pas, de fonctionnement de l'État. Cet argent, n'est-ce pas, évidemment, est passé par le Trésor français et ils ont bloqué. Donc, c'est la même chose qui est arrivée en Centrafrique. Tout ce que la Russie, n'est-ce pas, nouveau partenaire de la Centrafrique, voulait envoyer en Centrafrique, se trouve que ça ne pouvait pas passer. Donc, la France qui assure la convertibilité, n'est-ce pas, du franc CFA, entre le franc CFA et le reste des devises du monde, n'est-ce pas, refusait de se plier à cette obligation vis-à-vis de la Centrafrique. Et donc, du coup, la Centrafrique se retrouvait dans une position très, très délicate où elle ne pouvait pas avoir le moindre franc, même venant de ses partenaires. La Centrafrique ne pouvait même pas acheter une aiguille à l'extérieur. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque les gens, je veux dire, jettent un regard sur certains événements, tant qu'ils n'ont pas ces détails, ils ne peuvent pas comprendre ce qui a poussé les autorités centrafricaines à prendre cette décision. Je dis bien, la Centrafrique ne pouvait même pas acheter une aiguille dehors.
je veux dire en dehors de la Centrafrique. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à partir du compte des opérations que la France a su la convertibilité du franc CFA pour vous donner, pour envoyer les devises qui vont vous permettre de faire vos transactions à l'international. Et ça, la France avait juré de punir les autorités centrafricaines qui ont osé, d'après eux, n'est-ce pas, leur opposer cet affront en allant signer un accord avec la Russie. Et donc, c'était devenu intenable pour les autorités centrafricaines. Et donc, il fallait trouver une solution. D'où, n'est-ce pas, le choix du Bitcoin, qui est finalement une monnaie, n'est-ce pas, électronique, une monnaie, je vais dire, virtuelle, mais qui a quand même, sur la place, n'est-ce pas, financière mondiale, qui a quand même un taux assez acceptable, assez raisonnable et assez stable. Je te rappelle qu'un Bitcoin aujourd'hui doit osciller entre 35 000 et 38 000 $, et le Bitcoin est devenu n'est-ce pas, un ETF. Ça veut dire que c'est un fonds indiciel, n'est-ce pas, qui est tradé en bourse, qui est tradé sur la place financière, qui est tradé en bourse. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre, n'est-ce pas, de dire que c'est une monnaie qui est stable. Et donc, en allant justement embrasser cette monnaie, c'était l'unique occasion pour les autorités centrafricaines finalement de contourner la répression monétaire que la France faisait peser sur toute la Centrafrique. C'était le seul moyen pour eux de pouvoir s'ouvrir encore sur l'international, pouvoir, n'est-ce pas, échanger avec le reste du monde, acheter et vendre à l'extérieur. Parce que en restant dans la logique du franc CFA, ce n'était plus possible. Ils ne pouvaient plus ni vendre à l'extérieur, parce que quand vous vendez à l'extérieur, les gens doivent vous payer. Oui. Et puis, ça doit passer par le compte des opérations. Ils ne pouvaient plus non plus acheter parce que leur compte des opérations était, n'est-ce pas, gelé, disons-le comme ça. Tout ce qui rentrait là-dedans, la France refusait de les faire sortir sous prétexte que leur dette est énorme. Bref, ils avaient tout un tas d'argurcis pour défendre cela. Alors, donc, c'était le seul moyen finalement pour les autorités centrafricaines de contourner la répression monétaire, n'est-ce pas, que la France utilisait contre elle pour lui faire payer un peu cet affront-là. Et c'était le seul moyen, finalement, de se mettre, n'est-ce pas, en parfait accord d'échanges commerciaux avec le reste du monde. Pour terminer justement cet entretien, je reviens sur les propos de Faustin Archange Touadéra. Il déclare: le Bitcoin permettra à la Centrafrique d'acheter le matériel hors de l'Afrique et ne sera plus contrôlé par le franc CFA. Est-ce la fin du franc CFA du côté de la Centrafrique? Disons que j'ai parcouru la loi qui a été promulguée justement par le professeur Archange Touadéra. Oui. J'ai parcouru cette loi. Votée d'ailleurs par l'Assemblée nationale. Votée par l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il a pu la promulguer. Et j'ai lu un article qui disait que les obligations, c'est-à-dire que toutes les obligations qui étaient émises par la Centrafrique et qui sont encore en cours pouvaient être payées désormais en Bitcoin et non en franc CFA. Alors, il me semble que c'est moi qui parle. Je ne dis pas que c'est la Centrafrique, ça c'est moi qui parle. Ça c'est mon analyse personnelle. Il me semble que ce sera l'occasion pour finalement les autorités centrafricaines de constituer des réserves de change. Parce que s'ils vont faire toutes leurs transactions, c'est-à-dire que s'ils vont vendre tout ce qu'ils peuvent vendre, or, diamant, pétrole, s'ils en ont, je ne sais pas, bref, tout ce qui constitue les éléments d'export chez eux, oui, et que cela va être payé en Bitcoin, ça veut tout simplement dire qu'ils vont avoir un wallet qui va constituer des réserves énormes. Et à partir de ces réserves-là, en Bitcoin, ils pourront donc, n'est-ce pas, créer une monnaie finalement centrafricaine. Ça, c'est une possibilité. Parce que pour créer une monnaie, finalement, vous avez besoin, il y a deux alternatives. Il y en a plusieurs, mais je prends les deux alternatives les plus courantes. Soit vous avez des devises étrangères, c'est-à-dire dans un panier de devises, vous avez, c'est-à-dire le dollar, le yuan, l'euro, rouble ou roupie indienne. Ce sont les monnaies les plus fortes, les plus utilisées. Alors, vous allez dans ce panier de devises-là, vous choisissez une monnaie, une devise à laquelle vous arrimez votre propre monnaie locale.
Ça, c'est si vous voulez créer la monnaie. Et donc, vous devez avoir des réserves de change dans cette monnaie-là, dans cette devise-là, qui permet de soutenir finalement votre monnaie locale et d'assurer vos transactions. C'est ça qui va assurer la convertibilité avec le reste du monde. Ça veut dire que si vous voulez acheter à Singapour et qu'ils disent ça va coûter 1000 $, vous devez être capable de justifier, n'est-ce pas, que vous pouvez payer les 1000 $, soit en vous appuyant, en vous appuyant sur la devise que vous aurez choisie, n'est-ce pas, pour arrimer votre monnaie locale. Et donc, il faut avoir des réserves dans cette monnaie-là, dans cette devise-là, assez consistantes pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, le taux de couverture extérieure doit être au-delà de 60%, au moins, tout au moins. Ça doit être au-delà de 60%. Et donc, l'autre façon de faire, c'est d'avoir un stock d'or important sur lequel vous appuyez donc votre monnaie. Alors, la Centrafrique, je crois, n'ayant pas de stock d'or, vous savez que l'or de tous les pays africains se trouve en France, et donc la France ne peut pas vous restituer cela. Vous savez également que dans l'accord, n'est-ce pas, de coopération monétaire et économique que la France a signé avec les pays africains, il n'y a aucune disposition qui prévoit qu'en cas de rupture de contrat, la France a l'obligation de rapatrier, de vous rétrocéder, n'est-ce pas, vos réserves d'échange qui sont contenues dans le compte des opérations auprès du Trésor français. Il n'y a pas une telle disposition. Donc, si la Centrafrique disait même que je veux créer ma monnaie, je veux sortir du franc CFA, la France ne va pas lui restituer ses réserves de change qui dorment dans le Trésor français. Elle ne va pas le faire. Et l'or centrafricain, tout l'or et le diamant que la France a puisé en Centrafrique, elle ne va pas dire, ok, bon, comme tu coupes les rapports, les liens avec moi, je te restitue ton or, c'est pas possible. La France ne va pas le faire. Et donc, l'unique façon, finalement, de constituer des réserves, c'est d'aller progresser en passant par cette crypto-monnaie-là et d'avoir un wallet, n'est-ce pas, qui va être suffisamment chargé et qu'on pourra convertir dans une devise. Ça pourrait être le rouble, ça pourrait être la roupie, ça pourrait être, peut-être pas l'euro, peut-être le dollar, ça pourrait être, n'est-ce pas, une devise dans le panier, n'est-ce pas, de référence. Et à partir de là, donc, s'ils ont suffisamment, je veux dire, de réserves, ils peuvent donc créer une monnaie locale, qui n'est plus le franc CFA. Et donc, c'est pour répondre à votre question en disant, il n'est pas exclu qu'on soit en train d'aller finalement vers, n'est-ce pas, la fin du franc CFA. La Centrafrique faisant justement partie de l'Afrique centrale, est-ce que les pays de l'Afrique centrale ne seront pas touchés et ne seront pas justement poussés, eux aussi, à sortir du franc CFA? En principe, je crois que dans la charte qui fonde finalement je vais dire l'Union monétaire de l'Afrique centrale, je crois que s'il y a un pays qui décide d'exit, ça doit normalement toucher les autres pays. C'est pourquoi vous avez vu une correspondance assez vitriolée de la BEAC aux autorités centrafricaines. Exactement. C'était une correspondance vraiment au vitriol. Hein. Je l'ai lu, c'était assez dur. Donc, je pense que si jamais la Centrafrique fait le pas finalement et franchit la ligne rouge en disant le franc CFA et moi, c'en est terminé, ça veut tout simplement dire que lui et moi n'a plus sa raison d'exister. Je vous poserai donc la question, pour qui travaille la Banque des États de l'Afrique centrale? Non, la Banque des États de l'Afrique centrale, je l'ai toujours dit, c'est un abus de langage d'appeler ça Banque des États de l'Afrique centrale. Oui. La BEAC, c'est un succursale du Trésor français. C'est une succursale du Trésor français. La BEAC, ce n'est pas la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est par abus de langage. Quelles sont les missions d'une banque centrale? Une banque centrale a pour mission de battre monnaie. La BEAC ne bat pas monnaie. Oui. Une banque centrale a pour mission de déterminer le taux directeur en fonction du comportement du marché financier. La BEAC ne détermine pas le taux directeur du franc CFA. Donc, ce n'est pas la BEAC. La BEAC reçoit les ordres de Paris, reçoit les ordres du Trésor français. C'est ça. Et la BEAC gère finalement les petites opérations de contrôle et de monitoring du franc CFA. C'est tout ce qu'elle fait.
Mais elle ne prend aucune décision souveraine. Parce que la Banque centrale, c'est une banque souveraine d'un État ou alors d'un groupe d'États, un peu comme la BCE, dans la zone euro. Oui. Mais c'est une banque qui travaille pour ces États. Pour ces États, oui. Et de manière souveraine. Lorsque la BCE veut prendre, n'est-ce pas, qui est, si vous voulez, en termes simples, le propriétaire de l'euro, parce que c'est la BCE qui est le propriétaire de l'euro. Lorsqu'elle veut prendre des décisions sur l'euro, elle le fait souverainement, en concertation certainement avec les politiques de la zone euro, mais c'est de manière souveraine, c'est-à-dire elle ne va pas demander que pense, je vais dire, le Japon de ce que je veux faire, que pense la Chine, non. Mais nous ici, on ne prend pas une décision sans s'en référer à la France. La preuve, c'est que dans l'architecture administrative de la BCE, vous avez 2 Français qui ont droit de veto. La banque, de la BEAC. Oui, de la BEAC. Vous avez 2 Français qui ont droit de veto. Dans l'architecture administrative de la BEAC, vous avez 2 Français au conseil d'administration qui ont droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer des décisions qu'ils estiment aller à l'encontre des intérêts français. Pourquoi? Justement parce que le franc CFA, c'est une propriété française. Et on a le courage de le dire. Le franc CFA a été créé en 1945 par De Gaulle. Ce n'est pas les États africains qui, n'est-ce pas, à leur indépendance, ils se sont réunis, ils ont fait un conseil général pour dire, bon, nous voulons avoir une monnaie unique dans notre zone. Non, tout ce que vous entendez, Union monétaire de l'Afrique centrale, tout ça, c'est la France qui a mis toutes ces institutions en place. Ce n'est pas les Africains. Et donc, ce ne sont même pas nos institutions. Donc, pour terminer justement cet entretien, est-ce la fin du franc CFA en Afrique centrale? On pourrait dire, au regard des indicateurs, oui, n'est-ce pas, qui se dessinent, et au regard du niveau de débat sur le franc CFA aujourd'hui en Afrique, oui, on pourrait dire que on va vers la fin du franc CFA. En réalité, le franc CFA n'a plus vocation à tenir longtemps parce que tout le monde se rend compte des limites du franc CFA. Aujourd'hui, techniquement, il est établi que le franc CFA n'a pas vocation à, je veux dire, à construire l'épanouissement des économies des pays qui l'ont en partage. C'est établi. Ce n'est qu'une question d'ordre politique maintenant. Parce que les 2 dimensions, n'est-ce pas, de gestion monétaire sont la dimension politique et la dimension technique. Techniquement, c'est établi. Parce que si on doit rentrer même dans n'est-ce pas, dans la technicité des choses, est-ce que vous connaissez le taux de ratio PIB sur crédit qui est utilisé chez nous dans la zone CFA? C'est de 20%. C'est-à-dire 20%, quand on dit ratio PIB sur crédit, c'est quoi? C'est la masse monétaire en circulation. C'est l'instrument qui permet de mesurer la masse monétaire en circulation dans une économie et qui permet également finalement de déterminer le taux de crédit de consommation dans une économie. Elle est très faible en Afrique, 20%. C'est pour ça qu'il n'y a pas de consommation chez nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crédit à la consommation chez nous. Et tant que vous n'avez pas de crédit à la consommation, vous ne pouvez rien produire. Parce que même aujourd'hui, quand on met à l'index le faible taux de production dans nos économies, en réalité, si on produit, qui va consommer? Parce que les gens ont un pouvoir d'achat très faible. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une politique monétaire qui incite, n'est-ce pas, au crédit des ménages pour la consommation, pour pouvoir booster la consommation et booster également la production. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est établi techniquement que le franc CFA, mais c'est une catastrophe pour nos monnaies. Maintenant, pour en sortir, ce n'est qu'une décision politique qu'il faut prendre. Et pour le faire, bien entendu, ce sont nos chefs d'État qui doivent le faire, mais malheureusement, quand ils se réfèrent à ce qui est arrivé aux autres chefs d'État qui ont osé, je commence par Modibo Keïta du Mali, Olympio du Togo, ensuite d'autres, Kadhafi, qui avait en ambition de définir finalement une monnaie unique
pour l'Afrique centrale avec, n'est-ce pas, une banque centrale, avec Yaoundé. un fonds monétaire, avec une banque centrale à Abuja, un fonds monétaire, n'est-ce pas, qui devait assurer la régulation de crédit dans toute l'Afrique. À Yaoundé, ben, il a été assassiné pour ça. Et donc, quand les chefs d'État regardent finalement ça, ils ne peuvent que passer par des dérobades, des subterfuges, un peu comme le professeur Archange Touadéra l'a fait, quitte à ce que le CFA meure de sa propre mort. Parce que finalement, le professeur Faustin Archange Touadéra, ou surtout les autorités centrafricaines, n'auront même plus l'obligation de dire nous voulons sortir du franc CFA. Elle va mourir de sa propre mort. Parce que quand vous avez lu dans cette loi disant que tout agent économique a l'obligation d'accepter le Bitcoin, ça veut tout simplement dire que si on vulgarise, n'est-ce pas, cet outil d'échange-là, finalement, le franc CFA va se mettre au banc tout seul, va s'auto-exclure et il ne restera plus que le Bitcoin. Et comme je l'ai dit, ils auront la latitude, s'ils ont suffisamment constitué des réserves de change, ils auront la latitude finalement de créer une monnaie fiduciaire en se disant, bon écoutez, le franc CFA n'est plus, puisque la France qui est le propriétaire, peut-être qu'il n'en enverra même plus en Centrafrique et les Centrafricains vont tout simplement faire le constat en disant on n'a pas le choix que de créer une autre monnaie fiduciaire parce que la France ne nous en envoie plus. Et donc, le franc CFA va s'auto-exclure de la circulation et ça sera du pain béni pour finalement l'Afrique centrale qui va se dire mais écoutez, passons par la même méthode, passons par le même canal pour finalement nous départir de cet outil, de cet instrument qui nous empêche finalement de nous épanouir sur le plan économique depuis des années. Merci beaucoup, Ed Mokati, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous dis merci, Steve. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole panafricaniste. Nous parlions justement de crypto-monnaie pour la République centrafricaine. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.